Alors, Marjorie. Oui, bonjour Marie. Ah, coucou. Ah, je te vois, c'est bon. Tout va bien? Ça va? Et toi? Ça me fait changer mon écran au fur et à mesure. Je vais admettre Nathalie aussi. Oui, oui, oui. Alors attention, j'admets Nathalie également. Voilà, parfait. On est déjà 4. Tu me donnes le tournis, Marjorie. Oui, oui, mais je vais aller m'asseoir. Mais en fait, j'ai essayé de me connecter avec mon ordinateur et j'arrivais pas. J'avais le stress. Alors, je vais essayer, ça sera plus simple. D'accord. Ok. Bonjour. Nathalie, est-ce que tu es là? Oui, Ah, ben voilà. oui, je suis Bon, là. Bonjour. c'est sympa de se voir en vrai, Ouais, enfin, pas en vrai de vrai, mais en presque, presque. distance, mais quand même avec un petit peu de vidéo. Merci pour les chocolats. Ah, donc tu as reçu. Ouais, je les ai reçus hier. Mon collègue me les a donnés. Hop, je vais admettre Iris en même temps. Mais j'étais en tout petit là. Comment? Ah, ben voilà, j'ai tout le monde, c'est bon. Alors moi, j'ai pas personne qui. Bonjour Raphaël. Alors je t'entends pas, moi, Raphaël. Oui, Normal c'est ou normal, pas? j'avais coupé mon micro. Ah si, c'est bon. Hello, mesdames. Ça y est, on entend tout le monde, je crois. Ouais. Alors, est-ce que vous avez toutes fait votre café? C'est peut-être trop Oui, tôt aujourd'hui pour un café, hein, mais Ouais, c'est un peu tôt pour un café. hop, qui est-ce que je vais admettre de plus? C'est bon de mon côté. Du coup, vous voyez toutes ou pas? Alors, Iris, du coup, tu as enlevé ta caméra, je pense. Ah, et aussi et Iris, tu as également enlevé ton micro. Ce que je vais vous demander de faire hein, au bout d'un moment, mais, mais pour se dire bonjour, ça peut être sympa juste de se voir. Voilà. Iris, tu moi nous entends? j'arrive pas à voir tout le monde. On fait comment? Ah, Iris, salut. Moi, j'en ai que 4 aussi. Ah, bonjour Raphaël. Salut Marjorie, ça va? Ça va, merci. Alors, tout en haut, vous avez dans affichage, vous pouvez changer l'affichage et donc du coup, on peut se voir. En haut, affichage, zoom. Voilà, option d'affichage et vous pouvez mode côte à côte ou alors vous avez après à côté, vous pouvez le remettre différemment, enfin comme vous souhaitez quoi. Ah, Oui, avec votre zoom. Ah, alors d'ailleurs, Iris Peut-être qu'elle capte mal. qui doit mal capter, ouais. On a encore un peu de temps, il n'est pas encore l'heure. Non, 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 on est même un peu en avance, c'est parfait. là, pour l'instant, officiellement, on est 4, c'est ça? Non, on sera plus nombreuses. Il y a, comment? J'avais compté 7. Parce que là, pour l'instant, moi, je vois 4 personnes. Enfin, on Oui, est oui, 4. pour l'instant, on n'est que C'est 4. juste. Ok, c'est bon alors. On va passer un peu. Ah, on a perdu Marc. Non, non, je suis là, je suis là. Ah bon, ça va alors. Bon, Je suis là, mais moi, j'arrive pas à tous vous voir. J'ai pas l'option à afficher. Je vais essayer de me mettre comme ça. Ah, mais parce que tu es avec ton téléphone, peut-être, Marjorie. Peut-être avec Ouais. le téléphone, c'est Et pas je sais pas pourquoi ça, j'arrive pas à me connecter avec l'ordinateur. Ah, c'est vrai. bon, vous avez travaillé ce matin toutes les deux ou? Non, non, moi, je suis en repos. Oui, c'est Stéphanie. Moi aussi, D'accord, aujourd'hui, c'est repos. bien, c'est sympa. Après avoir bossé le week-end ou Oui, finalement? Oui, oui. d'accord. Ouais, ouais. Bon, petite journée off alors, c'est bien. Ah oui. Ben oui. Alors. Bon, Je vais voir. que se passe-t-il pour Raphaël? Tu nous vois toutes les 4 du coup? Alors, moi, je vois Marie, je vois Nathalie, je vois Marjorie qui est en train de revenir, mais c'est encore noir. Et Iris, effectivement, a disparu. Elle a disparu. Elle va revenir. Tac. Votre marché de Noël à Strasbourg, vous l'avez ou c'est… Rien Non. du tout. Rien du tout. On a juste les belles affiches Strasbourg, capitale de Noël 2020, mais il n'y a rien.
Il n'y a rien. À part quelques éclairages auxquels on ne peut pas aller puisqu'on est en confinement. Ça doit faire un effet super bizarre. Hein. Ah, recoucou Iris. Rebonjour, désolée. On m'entend ou pas? Oui. Oui. Si, on m'entend. Désolée, mais en fait, la façon dont j'étais connectée plus tôt, je ne pouvais pas activer mon micro. Bonjour, bonjour. Parfait, Françoise. Ouais, salut. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour. Merci pour les chocolats. On ne pouvait pas oublier avec ça. C'était une belle surprise. Ah oui, carrément. Complètement inattendue et très appréciée. Ah, voilà. Ah, ça y est, j'ai réussi à me connecter avec l'ordinateur. Vous m'entendez? Oui. Ah, super. Ça va être mieux. Ouais, super. Parfait. Et je vois tout le monde en plus. Ah, bah cool. Bon, alors ce que je vous propose, je me demande si on n'attend pas encore une ou deux personnes, mais mine de rien, on va quand même débuter. Tout simplement, je vais quand même surveiller au fur et à mesure les participantes là qui arrivent. Donc l'idée de ce petit café gourmand, c'était pouvoir prendre un peu de temps donc à distance pour Raphaël qui fait des grands signes. je la vois pas. Oui, mais c'est pas grave. Non, moi, je voulais juste présenter parce que je ne suis pas sûre que Iris et Françoise connaissent Nathalie et Marjorie. Ah ben vas-y, t'en prie, tout à Voilà. fait. Alors, je fais les présentations. Donc, Nathalie Brucker, c'est écrit Brucker, mais c'est Nathalie Brucker, qui est à Oui. Strasbourg, avec Marjorie Aubry, qui est à Strasbourg aussi, Iris, qui est à Paris, et Françoise est dans le nord de Lyon, enfin, plutôt dans l'Ain, mais personne ne connaît l'Ain. Donc, C'est ça. Oh, si. on attend encore Isabelle, qui est du côté de Clermont-Ferrand. On attend encore Myriam et Amélie qui sont à Toulouse. Voilà. Très bien. Nous rejoindre. Ouais. Et aussi Laetitia qui devrait aussi du côté de Lyon qui devrait nous rejoindre Ouais. aussi. Avec qui j'avais fait la formation. Ouais, tout à fait. Je vois. Comme ça, quand vous les verrez arriver au fur et à mesure, vous saurez qui est d'où. Voilà. Bien. Très bien. Bon, je me tais maintenant, Marie. Non, mais tu es d'accord qu'on commence quand même parce que l'idée, c'était vraiment de passer cette prochaine demi-heure effectivement à parler d'un des sujets qui est assez important en PMA, donc potentialiser un peu cette formation de 2 jours qu'on vous a fait avec cette ambition de passer un bon moment et convivial et avec des petits chocolats et un petit café. D'ailleurs, on n'a même pas notre café avec Raphaël, tu vois. Et puis fédérer ce réseau qui est important à nos yeux et puis finalement on vous fait aussi quand même pas mal patienter parce qu'avec ce deuxième confinement les formations n'ont pas encore débuté, un tout petit peu sur Lyon, mais je donnerai la parole à Françoise tout à l'heure et voilà, donc en attendant continuons à bien se former pour être prête le jour où ça va débuter. Donc, je vous propose une petite demi-heure pour parler de l'endométriose. Il y a Amélie qui arrive, je l'admets. Donc, une demi-heure pour parler de l'endométriose. C'est une des maladies qui cause l'infertilité. Et on l'a abordé pendant ces 2 jours de formation, mais l'idée, c'était de l'aborder de façon un peu plus spécifique. Je vous propose de poser vos petites questions peut-être par écrit pendant la formation pour pas que ça parte dans tous les sens, surtout avec ce format Zoom. C'est moins facile que quand on est en formation en présentiel. Et puis, on se prendra un quart d'heure à l'issue de cette formation pour échanger, si ça vous convient. Oui. Très bien. Ok, c'est parti. Alors, du coup, juste, Amélie, tu es là? Oui, je suis là. Vous voilà. m'entendez? Ouais. Bonjour Amélie. Donc, Bonjour. Comment? Bonjour. Ouais, on t'entend Amélie, super. Et donc, on a présenté un petit peu tout le monde. Donc, Amélie, infirmière à Toulouse. C'est ça. Voilà. Enchantée. Voilà. Donc, voilà. Alors, l'endométriose, présentation de l'endométriose. Donc, c'est une maladie qui est souvent diagnostiquée très tardivement. Et pourtant, elle fait partie de toutes ces causes, d'une des causes d'infertilité. Donc, je vous propose de connaître ces symptômes,
de prendre un temps pour savoir comment on la diagnostique et puis quels sont les traitements qui sont aujourd'hui disponibles. C'est parti, vous avez votre café, vous avez vos chocolats. Alors, en quelques chiffres, eh bien, l'endométriose, c'est 10% des femmes qui sont atteintes de cette maladie, de la population globale. En fait, 10% des femmes sont atteintes de cette maladie. En moyenne, on met 7 ans en fait, pour la diagnostiquer, ce qui est très long. On l'avait un peu évoqué en formation, mais 7 ans, c'est long, c'est même beaucoup trop long, puisque 70% de ces femmes, en fait, souffrent de douleurs chroniques qui parfois sont même carrément invalidantes. Et par rapport à la PMA et par rapport à l'infertilité, eh bien 40% de ces femmes, donc les 10% des femmes, rencontrent des problèmes en fait, d'infertilité. Et aujourd'hui, c'est considéré comme une maladie chronique et il n'y a pas de traitement spécifique à l'endométriose. On va voir qu'il existe des traitements qui peuvent gérer les symptômes de cette endométriose, mais il n'y a pas de traitement qui la guérisse, hormis la ménopause finalement. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que l'endométriose? Alors, un petit rappel anatomique. J'aime bien faire des rappels anatomiques et physiologiques pour bien comprendre. Donc, sur le schéma à gauche, là, vous avez donc toujours ce schéma de l'utérus et des organes génitaux de la femme. Donc, le vagin qui se situe… Vous voyez ma souris ou pas sur votre écran? Oui. Oui. Donc, vous avez le vagin qui est là, le col de l'utérus, cette partie-là, donc qui est le muscle de l'utérus, avec à l'intérieur l'endomètre. C'est donc la partie qui va accueillir la nidation, les trompes de Fallope qui sortent d'un côté et puis de l'autre, et puis au bout de ces trompes, vous avez les ovaires. Donc ça, vous le connaissez bien hein, comme schéma. Simplement un rappel sur l'endomètre qui a un cycle qui lui est propre parce que c'est la partie à l'intérieur de l'utérus qui va s'épaissir au fur et à mesure du cycle ou se desquamer au moment des règles et dont le rôle en fait est simplement de pouvoir accueillir en fait l'embryon 5 à 7 jours après la fécondation. Alors donc cet endomètre, il va au moment où il y a les règles, l'endomètre va tomber en fait au niveau du vagin. Donc c'est les règles, les hormones vont chuter et donc du coup cet endomètre va chaque mois réduire en épaisseur et ensuite chaque mois sous l'effet des oestrogènes dans la première partie du cycle va commencer à se revasculariser et ensuite sous l'effet de la progestérone, elle va encore s'épaissir. Donc la progestérone, vous vous souvenez, au moment de l'ovulation, c'est le corps jaune qui sécrète cette hormone. Donc sous l'effet de la progestérone et des oestrogènes, eh bien, cet endomètre va s'épaissir, se vasculariser pour accueillir l'anidation. Eh bien, l'endométriose, donc une fois qu'on a bien compris cette façon de fonctionner de l'endomètre, eh bien, ça va nous permettre de mieux comprendre en fait ce que c'est que l'endométriose. En fait, l'endométriose, c'est la présence anormale de l'endomètre en dehors de la cavité utérine. Donc, à des endroits où l'endomètre ne devrait pas se trouver. Et donc, le corps réagit de façon un peu surprenante. C'est que la première chose, parfois, l'endomètre va se retrouver à des endroits où il ne va pas pouvoir s'éliminer, comme pendant les règles, il ne va pas pouvoir s'éliminer. Donc, ça va provoquer certaines douleurs. Et puis surtout, le corps va réagir comme si cet endomètre était une sorte de corps étranger. Et donc, du coup, il va y avoir une inflammation qui va se mettre en place, comme une réaction immunitaire du corps face à cet endomètre qui n'est pas au bon endroit. Et puis, ces morceaux d'endomètre en fait, qui vont se balader dans les organes génitaux de la femme, eh bien, ils gardent cette propriété hormonodépendante. Donc, à la fois dépendant aux oestrogènes, également à la progestérone. Et puis, finalement, en début de cycle, en fin de cycle, quand il n'y a plus d'hormones, eh bien, ça va se mettre à saigner, un petit peu comme si c'était bien placé dans l'endomètre, mais ce sera mal placé. Et donc, il va y avoir des saignements à des endroits un peu particuliers. Donc, ça, c'est l'endométriose, en fait. C'est vraiment cette présence complètement anormale de l'endomètre en dehors du lieu où elle devrait être. Donc, où est-ce que ça se loge? Et bien, en fait, il faut simplement imaginer qu'au moment où il y a les règles, à l'intérieur là, de l'utérus, eh bien, il y a certaines parties qui vont migrer et qui vont, avec un espèce de reflux, qui vont soit refluer dans les trompes et s'arrêter dans les trompes, soit passer des trompes
à cette partie du péritoine qui est ici, soit aller se coller sur les ovaires. Donc, en fait, parfois, ces foyers endométriosiques vont aller donc relativement proches de l'utérus, hein, sur les ovaires ou sur les trompes ou encore dans le péritoine. Et puis, parfois, on parle d'endométriose profonde. Ça veut dire qu'en fait, ces petits foyers vont migrer et vont aller se poser sur la vessie, au niveau du vagin, au niveau des intestins, au niveau du côlon, à des endroits, en fait, où ils ne devraient pas être. Et donc, c'est ce qui provoque, en fait, alors ces lieux sont un peu improbables finalement, où ça se retrouve. Et en fait, ça s'échappe par cette partie du pavillon, par le pavillon de la trompe. Ça s'échappe parce qu'en fait, entre l'ovaire et la trompe, il n'y a pas c'est pas un cylindre, c'est comme une espèce d'anémone, une anémone de mer, mais en fait, ça va pouvoir s'échapper par là. Donc voilà, donc ces foyers vont se retrouver un peu partout dans le corps et parfois il y en a même qui remontent et qui peuvent se poser sur la plèvre, sur le diaphragme, etc. Donc ça va saigner à des endroits qui sont complètement improbables. Ça va pour tout le monde? J'ai pas vu si j'avais... alors je vous demande 2 petites secondes si j'avais d'autres demandes Je vais en profiter juste pour regarder. Non, c'est bon. Alors les causes, en fait, on peut se poser la question pourquoi est-ce que l'endométriose existe? Est-ce qu'il y a des causes? Eh bien, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment compris. En fait, on n'a pas encore vraiment compris cette endométriose. Ça reste que des suppositions. Il y a pas mal de recherches qui sont faites là-dessus parce que ça touche 10% des femmes. Donc c'est quand même une maladie qui nécessite de mieux comprendre. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment cette migration en fait de morceaux d'endomètre par reflux pendant les règles qui va provoquer cette maladie. Il y a certaines personnes qui parlent d'une déficience immunitaire, d'une faiblesse hépatique ou d'une fatigue surrénalienne. Voilà. On parle aussi de dérèglements hormonaux avec une surproduction d'oestrogènes, pas mal d'évaluations qui sont faites en ce moment par rapport à tout ça pour essayer de la soigner ou de mieux la comprendre. Et puis, on en parle, je pense, à chaque fois, mais ces toxiques environnementaux et les perturbateurs endocriniens pourraient être à l'origine de cette maladie. Et puis, pas mal d'études aussi sur l'existence de facteurs héréditaires. Mais voilà, toujours avec un point d'interrogation sur les causes de cette endométriose. Alors, quels sont les symptômes? Le premier symptôme de la maladie, c'est la douleur ressentie par 3/4 des femmes. C'est surtout le symptôme qui doit alerter dans cette maladie puisque c'est le premier symptôme, ça, et puis quelques saignements. Donc, la douleur, en fonction du lieu, de la localisation de cette endométriose, eh bien, ça peut être des dysménorrhées, c'est-à-dire des règles hyper douloureuses qui ne passent pas, en fait, avec des antalgiques ou des antispasmodiques qu'on prend habituellement, ça ne passe pas. Et puis, parfois, quand la localisation elle est au niveau du vagin, par exemple, eh bien, les relations sexuelles peuvent être hyper douloureuses. C'est ce qu'on appelle la dyspareunie. Cette douleur, elle peut se retrouver aussi en forme de cruralgie, donc des douleurs pelviennes qui sont irradiantes. Lorsque ces foyers sont sur la vessie, on parle de dysurie, des difficultés à uriner, puisque ça peut se poser à des endroits improbables et avec ces difficultés de pouvoir faire pipi. On parle aussi de dyschésie, notamment lorsque les foyers sont sur le rectum ou au niveau des intestins. Eh bien, il y a des difficultés pour aller à la selle. Et puis, parfois, ces douleurs, elles peuvent un peu être irradiantes et provoquer des douleurs lombaires, voire abdominales. Donc, les symptômes, bon, c'est pas très glamour, hein, mais le symptôme, c'est vraiment la douleur qui est hyper importante. S'accompagne de ça pour ces symptômes, eh bien, les saignements, des saignements notamment parfois dans les selles, donc les rectoragies, parce que finalement, ces foyers, ça va faire comme les règles, mais à des endroits autres que l'utérus. Et donc, on va retrouver en fait des saignements dans les intestins et dans le rectum. Une inflammation aussi, assez chronique finalement qui se met en place et qui provoque en fait des fatigues chroniques. L'inflammation est souvent source de fatigue chez la femme et donc à ces symptômes de douleur, de saignement et de fatigue, on peut laisser imaginer ce diagnostic d'endométriose.
Après, un des symptômes aussi qui est qui maintenant est de plus en plus connu, hein, c'est le trouble de la fertilité. Je vous disais tout à l'heure que parmi ces 10% de femmes qui ont de l'endométriose, eh bien, il y en a 40% qui vont avoir des troubles de la fertilité, et notamment lorsque cette endométriose se pose au niveau soit des trompes de Fallope, soit au niveau des ovaires. On va y revenir. Voilà, des troubles digestifs, on imagine bien pourquoi. Et puis parfois, on ne comprend pas pourquoi, mais parfois, dans 20% des cas, c'est asymptomatique. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, dans les prises en charge en PMA, on découvre de l'endométriose liée à des troubles en fait, de la fertilité. Parfois, le schéma peut être en sens inverse. Je reviens juste sur cette douleur, parce qu'en fait, quand même, il y a une chose qui est assez importante à connaître et à savoir, c'est que ce diagnostic, où on met 7 ans en moyenne pour diagnostiquer l'endométriose, alors que les femmes réellement se tordent de douleur et parfois sont sous morphine, on ne devrait pas passer à côté, on ne devrait pas laisser en fait pendant 7 ans une femme avoir ces difficultés-là. En fait, cette maladie, pourtant, 10% des femmes et puis 40% d'infertilité, voilà, la douleur en fait qui doit alerter, c'est celle qui revient chaque mois et qui est hyper forte et qui passe pas avec des traitements classiques. Premier symptôme à connaître et à dire même à toutes les femmes qui nous entourent, des règles douloureuses, c'est pas normal en fait, c'est pas une normalité, c'est pas parce qu'on est une femme et qu'on a des règles douloureuses que c'est normal en fait. Ça peut être ça peut être une endométriose. Donc, comment est-ce qu'on la diagnostique? Eh bien, déjà, l'entretien médical devrait être relativement poussé sur la douleur. Si un médecin est bien informé sur cette maladie, il sait que si une femme revient 3 fois de suite pour des douleurs de règles abondantes et que des douleurs de règles et des douleurs hyper élevées, il faut absolument commencer à diagnostiquer cette maladie. Et souvent, c'est ce qui provoque les retards, c'est-à-dire qu'il y a des antalgiques en disant c'est normal d'avoir des règles douloureuses et en fait, c'est pas normal. Après, très rapidement, il y a une orientation qui est faite grâce à une échographie pelvienne pour essayer de voir si certains kystes ou pour essayer de regarder en fait au niveau de l'utérus, au niveau des trompes et au niveau des ovaires. On peut également faire un diagnostic par IRM pour mieux localiser les endroits en fait des foyers endométriosiques, et proposer parfois l'hystérosalpingographie pour essayer de mieux comprendre, notamment dans les infertilités, où se déposent ces foyers pour essayer d'aller les travailler ou les gérer ou proposer des alternatives de traitement. Et puis, étant donné que ça ne se pose pas, cette endométriose ne se pose pas que sur l'utérus, sur les organes très proches de l'utérus, eh bien, il peut y avoir des échographies endorectales pour aller déceler celles qui sont celles qui se posent au niveau du rectum, et des coloscanners ou des coloscopies. Voilà. Et puis la cystoscopie qui est proposée également en dernière intention, entre guillemets, parce que plus invasive et nécessitant une anesthésie générale. Et cette cystoscopie, elle est souvent proposée aussi en traitement, donc à la fois du préventif et à la fois du curatif. C'est bon pour tout le monde? Oui. Alors, je continue. Alors, qu'est-ce qui est proposé comme traitement aujourd'hui pour l'endométriose? Donc, le traitement de l'endométriose n'existe pas, en fait. Ce qui est proposé aujourd'hui, c'est des traitements pour pallier, en fait, aux douleurs ou pour pallier au cycle de la femme, pour justement abaisser ces douleurs, en fait. Donc, dans un premier temps, ce qui est proposé, c'est la pilule contraceptive, un petit peu comme l'implant ou le stérilet hormonal. Il permet en fait de supprimer les douleurs qui sont liées aux règles ou de diminuer en fait les saignements avec presque une suppression des règles ou d'améliorer quand il y a un stérilet hormoné. Donc ça, c'est un des premiers traitements. Le deuxième, donc pilule et implant ou stérilet. Et puis, un autre traitement qui est proposé, c'est la ménopause artificielle. C'est des injections. Donc, en fait, c'est des injections on l'a vu en formation, vous allez me dire si vous en souvenez, d'injections d'analogue de la GnRH. Ça vous parle ou pas? C'est celle qui, la GnRH, c'est
l'hormone qui est sécrétée par le cerveau, donc par l'hypothalamus, et qui est un peu le chef d'orchestre de toute cette organisation de cycle de la femme, et bien d'aller supprimer en fait, d'aller proposer ce traitement sur des injections retard. Ça permet simplement de supprimer l'ovulation et donc du coup de mettre au repos quelque part ce qui peut provoquer les douleurs. Voilà. Et puis la dernière intervention, c'est la célioscopie, qui est très souvent faite pour retirer ou pour réduire les lésions de l'endomètre. Donc on va aller voir directement par l'intermédiaire de la célioscopie. Et puis l'idée, c'est qu'en fait, on peut, grâce à ça, retirer des adhérences ou aller gratouiller pour essayer d'enlever certains de ces foyers qui empêchent en fait la fertilité et surtout qui provoquent les douleurs. Là, c'est les traitements qui sont proposés aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport à la fertilité, et puis finalement par rapport à notre domaine qui nous intéresse quand même pas mal aujourd'hui. Donc, je vous ai dit, 10% des femmes atteintes d'endométriose et 40% de ces 10% finalement sont en difficulté pour avoir des enfants, pour tomber enceinte. Donc, sur le petit schéma, on peut voir qu'effectivement, plusieurs raisons à cela. Donc déjà, de façon globale, le climat inflammatoire, il est franchement pas bon ni pour la fécondation, ni pour l'anidation. C'est un peu ce qui est recherché quand il y a des implants, pas des implants, des stérilés au cuivre, par exemple, pour empêcher l'énidation. Et ben, ce climat inflammatoire de l'endométriose retarde en fait le moment d'une fécondation et d'une nidation naturelle. Et puis, quand ces foyers vont migrer, par exemple, dans les trompes, eh bien, ça provoque des adhérences, même des obstructions des trompes. Donc, bien évidemment, l'ovule va pas pouvoir descendre le long des trompes et surtout, les spermatozoïdes ne vont pas pouvoir monter à la rencontre de l'ovocyte. Donc là, forcément, s'il y a des trompes obstruées, c'est compliqué en fait pour que la fécondation se fasse naturellement. Il existe autre chose aussi, donc c'est effectivement ces kystes qu'on appelle les endométriomes qui se mettent sur l'ovaire. Et bien ces kystes en fait vont empêcher deux choses. La première, c'est la maturation des follicules, parce qu'ils vont se mettre à la place des follicules qui vont rentrer en maturation. Ils vont empêcher même, parfois ils détruisent la réserve ovarienne. Et puis surtout, parfois, là où ils sont localisés, eh bien, l'ovulation ne pourra pas avoir lieu. Donc ça, c'est une vraie difficulté et c'est pour ça qu'il y a 40% de ces femmes qui sont porteuses d'endométriose qui sont en difficulté pour avoir des enfants, parce que cet endomètre se dépose pile aux endroits où la fertilité doit agir, en fait, où les cycles doivent faire en sorte qu'il y ait une fécondation, et c'est pas possible parce que ça prend du retard à cause de ces kystes. Les endométriomes peuvent aussi donc grignoter quelque part en fait cet ovaire et altérer la réserve ovarienne. Et puis on imagine bien que lorsqu'il y a de l'endométriose au niveau du vagin, ça provoque des douleurs et parfois c'est des couples qui n'ont plus de rapport sexuel, et donc c'est ce qu'on appelle la dyspareunie, et donc ça joue sur la fertilité. Alors, qu'est-ce qu'on propose à ces femmes ? Eh bien, ces femmes, on leur propose soit des FIV, soit des inséminations. Donc, l'insémination, donc la FIV, elle va être proposée quand les trompes vont être obstruées, parce que forcément, on ne pourra pas proposer d'insémination. Et puis, l'insémination, elle va être proposée lorsque les trompes, elles, sont perméables, mais que l'ovaire commence à être déjà un petit peu impacté. Alors, il y a une autre chose, donc voilà. Il y a une autre chose qui rentre aussi en ligne de compte, c'est ce qu'on appelle la préservation de la fertilité. On en a un petit peu parlé lorsque vous êtes dans tout ce qui est la loi de la bioéthique. En fait, la préservation de la fertilité, c'est le fait de pouvoir congeler ces ovocytes ou ces embryons pour pouvoir les réutiliser, entre guillemets, plus tard, s'il y a une maladie qui intervient en ligne de compte. Et en fait, l'endométriose fait partie en fait de ce type de maladie où finalement, lorsque les kystes atteignent les ovaires, les médecins peuvent proposer en fait cette préservation
préservation de la fertilité pour les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants tout de suite, mais qui veulent reporter leur projet parental à un petit peu plus tard. Ça fait partie en fait des indications de préservation de la fertilité et de se dire, pour l'instant, on va faire comme une FIV, c'est-à-dire qu'on va stimuler pour aller recueillir des ovocytes, les congeler et en attendant, si l'ovaire est atteint par cette endométriose, par ces kystes qui grignotent l'ovaire, il pourra quand même y avoir une grossesse future. Donc la préservation de la fertilité est proposée en fait chez les femmes et c'est pas très connu, elle est proposée chez les femmes qui ont des endométrioses sévères. Alors, comment vivre avec une endométriose aujourd'hui? Je vous ai dit qu'il y avait très peu, il n'y a pas de médicaments qui soignent cette endométriose. En revanche, il y en a certains qui permettent de vivre avec et puis d'atténuer les symptômes. Et puis en parallèle, il y a beaucoup de femmes qui se tournent vers des thérapeutiques non médicamenteuses et ça les aide, notamment pour gérer leur douleur. Donc tout ce qui est acupuncture, sophrologie, auto-hypnose ou ostéopathie. Et puis il y en a beaucoup aussi qui trouvent un équilibre de vie avec une activité physique adaptée ou le yoga qui peut vraiment aider pour gérer justement la douleur et puis les différents mouvements à pouvoir mettre en place pour essayer de pallier à cette douleur. Et puis, vivre avec son endométriose, c'est parfois aussi pouvoir se faire accompagner au sein du couple. C'est important pour moi, le couple, puisque quand il y a des problèmes de relations sexuelles et puis des difficultés d'attente pour avoir un enfant, pourquoi pas faire appel à psychologue, sexologue. Il existe aussi des associations de patients qui luttent en fait pour améliorer la qualité de vie de tous ces couples et toutes ces femmes. Et puis, tout ce qui est alimentation, bien sûr, orienté sur une alimentation anti-inflammatoire, tout ce qui est lactose, gluten, etc. Et tout ça, ça permet une meilleure qualité de vie avec l'endométriose qui finalement finira par s'estomper en fait au moment de la ménopause. Et pas avant. En conclusion, j'espère que votre café est fini, vos chocolats aussi, je ne sais pas. L'idée simplement, c'est de pouvoir améliorer en fait la connaissance sur cette maladie qui n'est pas encore assez connue. Le délai de 7 ans pour la diagnostiquer, c'est trop long. L'idée, c'est que vous puissiez vous aussi de votre côté, le jour où vous allez commencer les formations Cocoon, de pouvoir prendre en charge en fait les couples dans leur globalité. C'est 40% des femmes qui rentrent dans des protocoles de FIV ou d'insémination qui sont atteintes de cette maladie. Donc ça veut dire un passif où il y a beaucoup de douleur, où il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'attentes, il y a des retards de diagnostic. L'idée aussi, c'était pour peut-être vous faire connaître aussi l'association EndoFrance qui lutte en fait contre cette maladie depuis un petit moment et qui est assez active. Vous pouvez aller voir leur site qui est relativement bien fait. Je me suis un petit peu inspirée pour faire ce PowerPoint avec une marraine qui s'appelle Laetitia Milo qui est hyper active. Et puis la semaine dernière, il y a eu un amendement qui a été adopté par le Sénat pour un projet de loi qui a accordé en fait 2 millions d'euros de crédit pour l'action santé des populations en vue d'accroître les financements de la prévention de l'endométriose. Donc ça signifie que même dans les pouvoirs publics, c'est une maladie qui commence à être mise un peu sur le devant de la scène et on commence à un peu plus en parler. Mesdames, j'ai fini ma présentation. Est-ce que vous avez des questions? Je voulais proposer un prochain café gourmand sur une autre des maladies qui existent, qui rentrent en ligne de compte pour les patientes en PMA. C'est ce qu'on appelle le SOPK. On l'avait déjà vu pendant la formation, mais le syndrome des ovaires polykystiques, je pense qu'il y a le mérite qu'on se penche un petit peu plus sur la question. Donc, je vous proposerai ça, je le noterai dans la prochaine newsletter. En tout cas, la date, elle est fixée au lundi 18 janvier. À vos agendas. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez converser? Raphaël, modératrice, as-tu des questions? De Françoise Pricac qui demande à tout le monde, tu peux nous redonner le lien internet de l'association? Pas eu le temps de le noter. Ah oui, carrément. Hop, ici. C'est endofrance. Endofrance.org. Ouais, endofrance.org. Je vous ai mis dans la petite bulle converser tout en bas, je vous ai mis un lien vers un document Google Form pour juste savoir si le rythme de ce genre de café gourmand, là, je sors déjà un peu du thème endométriose, mais juste si vous pouviez répondre rapidement au questionnaire, c'est des réponses oui, non, oui, non, oui, non,
pour savoir si on continue sur ce format-là et on en fait d'autres et on en fait régulièrement, ou alors c'est trop compliqué pour vous au niveau opérationnel. Bref, pour avoir un petit retour de votre part, quoi. Donc, petit questionnaire très rapide. Est-ce que tout le monde le voit dans la petite bulle conversée, un truc où vous cliquez dessus et il y a un lien Google Form à faire juste après la réunion? Ouais. Ouais, C'est bon. ouais. Yes. Voilà. Et si on coupe, on le voit Ok, encore, ce on lien? est- Quand on aura fini la réunion, il va disparaître dans les méandres mais Ok, donc il faut cliquer dessus, quoi. Et puis, au pire, je vous le renvoie par mail de toute façon. Ok. Merci. Je sais pas si tout le monde a reçu des chocolats. Effectivement, on en a envoyé à tout le monde, mais peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore reçu. Gaëtan, Oui. peut-être. Iris, tu vas les recevoir normalement. Et si jamais ce n'est pas le cas, eh ben, j'irai faire une protestation ferme à la poste pour dire que… Alors, c'est gentil. Merci. C'est gentil, mais en plus, je ne suis pas chez moi. Ah bah voilà, en fait, c'est dans ta boîte. Non, mais j'ai quelqu'un qui passe et qui va les récupérer pour moi, qui me dira, je vous dirai, je vous tiendrai informé. Mais en tout cas, c'est super gentil. Oui, c'est une chouette attention. Aussi, T'as dit? Pardon? Françoise et Marjorie, vous les avez reçus, visiblement. Oui, oui. Oui, regardez, regardez. Merci encore. Hein. Je déguste. Hein. Non, c'est fait pour. C'est super gentil. Alors, j'ai peur que je me demande jusqu'où, Raphaël, on n'est pas limité en temps sur Zoom. Parce avec mes petits moyens, j'espère que ça ne va pas couper. Si ça coupe, je vous renvoie tout de suite un lien pour qu'on se remette dessus parce que je voudrais qu'on parle. Je voudrais passer la parole à Françoise, 3 petites minutes. Alors, déjà, est-ce que vous aviez des questions sur cette maladie, l'endométriose? Est-ce que ça vous est clair? Est-ce que vous… Eddy? Je peux reprendre des choses dans détail, si vous souhaitez. Là, j'ai déjà 2 personnes dans ma famille qui en ont, donc Ouais, bah ouais, dont j'avais entendu bien parler, quoi. ouais, d'accord. Et c'est pas cool comme maladie, c'est sûr. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que vous allez être amené à prendre en charge en fait des patientes qui ont cette maladie et qui le vivent chacune à leur façon. Et donc, c'est bien de la connaître en fait, connaître exactement ce qui va être. C'est ça. Alors, Mais ça, les c'est deux très gentil. que je connais ont eu des enfants, hein. Ouais. Elles ont eu des enfants, d'accord. Il y en a une par FIV, au bout de la 7e, Ouais, ouais, et l'autre façon naturelle, quand même. d'accord. Ok. Iris, tu voulais dire quelque chose? Iris? Il y a Non, des non, petits- non, non, non. Je demandais juste un chargeur parce que ma tablette allait s'éteindre. Pardon. Ok. Non, c'est moi, pardon, ça c'est moi. Hop. Je voulais vous nous envoyer, est-ce que vous nous envoyez le diapo ou pas pour qu'on puisse le revoir Si vous voulez, je peux vous le faire passer avec plaisir. Ouais, moi j'aimerais bien.